Bonjour tout le monde, bienvenue. Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui à ce webinaire un petit peu particulier qui est co-organisé par la Chambre de commerce et la Chambre des métiers et de l'artisanat. C'est important parce que pour vous, entreprises commerçantes et artisans, votre entreprise, c'est évidemment votre vie. Vous avez jusqu'à maintenant, dans cette crise particulière, essayé d'avoir les prêts, les aides, tout ce que vous pouviez avoir et qui était donné par le gouvernement et mis en place par les institutions. Cependant, cette crise qui a un côté un petit peu particulier fait que quelquefois, il faut aller un peu au-delà. Alors, pour partir d'une anecdote, il y a quelques jours, une restauratrice à qui j'ai proposé de se mettre sous la protection du tribunal m'a répondu « mais je ne vous ai pas demandé de me mettre en liquidation ». Et en fait, j'ai compris le bien fondé de ce webinaire parce qu'il faut comprendre quel est le rôle du tribunal de commerce. Donc, nous avons aujourd'hui des experts qui vont vous donner des explications et répondre à vos questions. Je laisse la parole à Rachel Baron de la Chambre des métiers. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de prendre de votre temps pour nous rejoindre sur cette conférence. Le sujet, en effet, a pour habitude de ne pas être très glamour, si je puis me permettre, mais il est d'une importance capitale dans cette crise que nous traversons et qui est tout à fait inédite. Je suis au service des difficultés des entreprises dans l'artisanat depuis plus de 8 ans et le constat que je fais, c'est que 3/4 des entreprises arrivent vers moi trop tard avec une situation bien souvent dégradée qui ne permet plus d'envisager des possibilités de rebond et de redressement. Pourquoi ce constat? En fait, c'est très simple. En tant que chef d'entreprise, vous êtes très attaché à votre outil de travail et c'est bien normal. C'est un bébé pour vous. Vous l'avez fait naître, vous le faites grandir et en période de difficulté, vous êtes à la fois dans le déni et dans la peur. Le déni parce que ce n'est pas facile d'admettre la difficulté et d'entrevoir peut-être la question de l'échec, alors que l'échec dans les pays anglo-saxons n'est pas du tout perçu de la même manière qu'en France et que là, les lignes peuvent bouger et c'est important. Et vous avez peur aussi peut-être de ne plus avoir d'avenir, de tout perdre, de vous faire broyer par une machine judiciaire que vous ne connaissez mal et c'est bien normal. Donc, la conférence d'aujourd'hui a pour objectif de vous rassurer, de vous permettre de comprendre que les mesures de prévention et que certaines procédures ne sont pas là pour vous broyer, mais bien au contraire pour vous aider. Alors, je suis très heureuse que la Chambre de commerce et la Chambre de métiers soient partenaires de cet événement, puisque Florence et moi, nous œuvrons comme des petites fourmis depuis plusieurs années pour être à vos côtés. Et c'est grâce à ce travail de fond que nous avons aussi constitué ce réseau avec des partenaires et des intervenants de qualité. Donc, aujourd'hui, vous avez l'opportunité d'échanger avec tous ces professionnels qui sont, vous le verrez, à la fois transparents, bienveillants. Et j'espère que vous aurez toutes les informations que vous attendez aujourd'hui sur ces sujets-là. Vous pourrez évidemment poser vos questions. Nous allons nous efforcer de les regrouper pour y répondre en fin de session. Voilà, donc les intervenants vont prendre la parole les uns après les autres et Florence et moi, nous prendrons note de vos questions. Nous allons d'abord donc laisser les intervenants se présenter l'un après l'autre. Nous espérons que Colette Westman, qui a un petit problème de connexion, va arriver à nous rejoindre. Donc, je vous laisse vous présenter Marie-Hélène Guita. Je prends la parole. Est-ce que vous m'entendez là? Oui, on t'entend très bien, Colette. Ah, super.
Je suis vraiment désolée, pardonnez-moi, j'ai eu un problème de micro. Voilà, normalement, tout est bon. C'est arrivé pour les présentations, donc c'était parfait. Voilà. Donc, bonjour à tous, Marie-Hélène Guita, donc vice-présidente du tribunal de commerce de Marseille, mais également, comme tous les juges consulaires du tribunal de commerce, chef d'entreprise dans des métiers du bâtiment. Donc, voilà, je vous ferai une petite présentation de ce qu'est la prévention au sein du tribunal, mais je vais laisser la parole aux autres intervenants qui vont pouvoir se présenter les uns après les autres. Peut-être Didier? Oui, bonjour à tous, Didier Oudonneau. J'interviens aujourd'hui dans ce webinaire qui est consacré à la prévention des difficultés des entreprises en ma qualité de greffier du tribunal de commerce de Marseille. J'exerce depuis bientôt 7 ans. Tout d'abord, je voulais remercier la Chambre de commerce et la Chambre des métiers pour cette initiative et pour leur invitation à inviter le monde judiciaire et notamment le tribunal de commerce et ses acteurs aujourd'hui à s'exprimer devant les chefs d'entreprise. La richesse des intervenants que nous avons à ce webinaire et le témoignage de l'intérêt que la justice consulaire porte aux entreprises, et on va avoir l'occasion d'en parler ce matin. Colette? Oui, bonjour, Colette Westman, je suis expert comptable commissaire aux comptes et j'interviens aujourd'hui au nom du Conseil régional de l'Ordre des experts comptables. Et l'idée, c'est de dire qu'on va être assez proche de Didier Oudonneau, du greffe, mais également du tribunal, puisque notre cri de guerre, ça va être prévention et prévention pour l'anticipation et l'accompagnement des entreprises qui sont en pleine tempête économique. Vincent? Oui, bonjour à tous. Vincent de Carrière, mandataire judiciaire. Je suis mandataire judiciaire dans les Bouches-du-Rhône, Marseille, Aix-en-Provence, Talon-de-Provence. J'interviendrai, merci aussi pour cette initiative, comme l'a salué Didier. Très intéressant de pouvoir échanger notamment avec des chefs d'entreprise qui sont sur le terrain, qui ont un certain nombre de questions, peut-être des idées reçues, peut-être de fausses idées. Et le dialogue et l'échange de manière transparente et sans formalité particulière nous permettra, je l'espère, de pouvoir faire passer un certain nombre de messages. Pour ma part, j'interviendrai ce matin pour le traitement amiable et judiciaire des difficultés d'une entreprise, quelle que soit sa taille, bien évidemment. Alexandre, pour finir? Bonjour, Alexandre Sorekas, je suis avocat au barreau de Marseille, associé du cabinet Akeos, qui est un cabinet de droit des affaires, et je suis en charge du pôle procédure collective, donc prévention des difficultés des entreprises, et litiges commerciaux. Je remercie moi aussi nos co-organisateurs d'avoir eu cette initiative. Vous avez une chance assez exceptionnelle ce matin d'avoir quasi tous les intervenants de la prévention des difficultés. Et vous allez avoir une présentation qui va, je pense, un peu humaniser ce qui aujourd'hui est un peu sacralisé et vous permettra de prendre la mesure de ce que la prévention, comme en médecine, c'est une métaphore que l'on file souvent quand on fait ces présentations sur la prévention, comme en médecine, la prévention vaut mieux que le traitement curatif. Je laisse la parole à Marie-Hélène, je suppose que c'est… Très bien. Donc, le chef d'entreprise, l'artisan ou le commerçant, c'est un optimiste, c'est un enthousiaste, c'est celui qui a eu le besoin, l'envie, le courage de créer son entreprise, de la développer, de croire en son projet, de croire à son marché, de croire en son savoir-faire. Et son envie et son besoin, c'est, comme le rappelait très justement à la fois Florence et Rachel, c'est de faire grandir son bébé. C'est aussi un homme d'action, hein, c'est celui qui va gérer au quotidien ses problèmes courants, ses problèmes de ressources humaines, ses problèmes de non-conformité de matériel, c'est tous ces petits problèmes du quotidien.
Et puis un jour, il arrive des problèmes qui ne voient pas forcément comme étant des problèmes majeurs, mais qui sortent de ce quotidien-là et qui, s'ils ne sont pas traités vite, bien, risquent d'entraîner son entreprise très vite dans une tourmente. Et comme le chef d'entreprise craint l'échec, et c'est ce que vous rappeliez très justement et très bien en préambule à cette présentation, comme il craint l'échec, il va se refermer sur lui-même et ce problème qui aurait pu être géré rapidement et efficacement, eh ben, va se retrouver ingérable. Et on va retrouver ce chef d'entreprise effectivement au tribunal de commerce, mais pas à sa place. On va le retrouver, comme disait votre commerçante Florence, en liquidation judiciaire. Or, le tribunal, ce n'est pas ça, ce n'est pas que ça. Et nous avons un dispositif qui permet très efficacement de traiter les difficultés des entreprises avant que le problème ne soit définitivement pénalisant pour l'entreprise elle-même et pour son dirigeant. Aujourd'hui, quand l'entreprise a des difficultés, elle doit pouvoir faire un diagnostic et elle doit pouvoir se retourner en se disant « Qui m'aide aujourd'hui ? Qui est à mes côtés ? Est-ce que je suis bien conseillée ? Est-ce que je suis accompagnée ? Est-ce que j'ai les idées claires ? » C'est la première démarche de prévention. Quel est le diagnostic que je fais de mon entreprise ? C'est vraiment majeur pour résoudre un problème, c'est y voir clair. C'est ce qu'on va évoquer dans une première partie, à la fois au travers des outils qui seront présentés par Didier Oudénaud, qui sont les outils du greffe, et également au travers de l'expérience de l'Ordre des experts comptables et des outils qui vous sont proposés. Les modalités de traitement des entreprises en difficulté au sein du tribunal de commerce, lorsqu'ils sont pris à temps, sont efficaces. Pourquoi ? Ils sont efficaces parce que ce sont des procédures qui sont confidentielles. C'est-à-dire, à part vous, le président ou la vice-présidente et le créancier qui vous pose problème et avec lequel vous souhaitez négocier, personne n'est au courant de cette procédure-là. C'est très important parce que c'est effectivement ce qui oppose ces procédures de prévention aux procédures collectives. Ensuite, parce qu'elles sont protectrices. Elles sont protectrices pour votre entreprise, elles sont aussi protectrices pour le dirigeant. Et ça n'a pas de prix. On vient se placer sous la protection du tribunal et l'efficacité de ces mesures est telle qu'aujourd'hui, 3 entreprises sur 4, c'est-à-dire 75% des entreprises qui bénéficient ou qui demandent à bénéficier de ces procédures reviennent à une activité, une exploitation normale très rapidement. Donc, ces procédures-là qui existaient bien avant la crise du Covid sont efficaces. Elles ont été encore plus renforcées avec les ordonnances dites Covid dont on parlera un petit peu plus tard. Mais il est vraiment important que vous ayez en tête que le tribunal de commerce, c'est ça. C'est la prévention avant tout. Et si on ne veut pas arriver dans des situations qui sont définitivement compromises, il ne faut pas hésiter à se dire « j'ai une difficulté, je dois me faire accompagner pour la traiter, je dois adopter la bonne procédure rapidement pour traiter ma difficulté et revenir dans de bonnes conditions. » Les juges du tribunal de commerce sont des professionnels de l'entreprise. Ce ne sont pas des moralisateurs, ils ne sont pas là pour vous donner des leçons de morale. Ils savent très bien ce que sont les difficultés d'un chef d'entreprise. Il n'y a pas de honte, ce que disait Rachel tout à l'heure, il n'y a pas de honte à avoir des difficultés. Toutes les entreprises en connaissent. Et le plus important, c'est de savoir actionner les bonnes personnes, les bonnes procédures au bon moment pour rebondir. Et c'est de ça dont on va vous parler aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, je vais laisser la parole à Didier Oudénaud qui va vous parler du diagnostic des difficultés d'entreprise
sur quoi vous pouvez vous reposer pour diagnostiquer vos propres difficultés. Et ensuite, dans la même logique, c'est rebondir avec Colette Weissman pour savoir les outils qui sont à votre disposition au sein même de votre entreprise, comment les faire fonctionner. Et ensuite, dans un deuxième temps, on adoptera ou on approchera plutôt les modalités de traitement au travers des différentes procédures existantes. Donc Didier, je vous laisse la parole. Merci Marie-Hélène. Vous allez voir aujourd'hui que tous les acteurs qui sont présents devant vous parlent d'une même voix sur ces mêmes sujets qui touchent à la prévention et à l'accompagnement du chef d'entreprise. Tout d'abord et en préambule, je souhaitais vous dire que dans la lignée du précédent confinement, la continuité de la justice commerciale est toujours assurée malgré les contraintes sanitaires que nous subissons tous au quotidien. Oui, vous dire oui que les chefs d'entreprise, les justiciables peuvent toujours accomplir leur démarche en se rendant au tribunal ou alors choisir de limiter leur déplacement en s'appuyant sur les plateformes qui ont été mises en ligne par les greffiers des tribunaux de commerce. Nos audiences sont maintenues dans le respect des mesures sanitaires qui sont les nôtres et tous les acteurs de la justice commerciale sont au travail. Alors oui, je vous dirais que nous sommes au travail, c'est certain. Pourtant, comme les organisateurs de ce webinaire l'ont dit en préambule, nous constatons que dans la juridiction marseillaise, comme d'ailleurs dans toutes les juridictions françaises, nous constatons une baisse très importante des démarches des entreprises pour se mettre sous la protection de la justice. Et parallèlement, dans un même temps, les créanciers institutionnels ont suspendu les poursuites envers les entreprises qui ne payaient pas leurs charges, leurs cotisations. On le voit au quotidien au tribunal, on l'observe par l'absence d'assignation des créanciers institutionnels devant le tribunal de commerce. Nous avions déjà relevé ces ralentissements de défaillance au printemps dernier lors du premier confinement. Ces ralentissements se sont confirmés jusqu'à aujourd'hui. Et la baisse des procédures collectives ouvertes devant le tribunal de commerce cette année est très importante, de l'ordre de 50%, 40%, 44% exactement sur le tribunal de commerce de Marseille. Alors, nous pensons que cette baisse n'est que temporaire et qu'elle est sans doute très artificielle. Il est important de dire qu'on perçoit bien les conséquences économiques de la crise sanitaire qui vont exposer chaque jour davantage les entreprises à un risque élevé de défaillance. Et pour nous, acteurs et professionnels de la difficulté de l'entreprise, c'est assez inquiétant. Pourquoi je parle de professionnels de la difficulté de l'entreprise? Parce que le tribunal de commerce de Marseille, c'est l'un des plus anciens de France, près de 500 ans. Et donc, l'expertise des tribunaux de commerce est ancienne en matière de traitement des difficultés des entreprises. Marie-Hélène Guita, la vice-présidente du tribunal, l'a rappelé dans son propos et dans l'introduction. Les juges consulaires sont des acteurs de la justice économique de notre pays. Ils sont comme vous, des commerçants, des artisans, des dirigeants, des chefs d'entreprise. Et ils ou elles, d'ailleurs, vous voyez qu'ils sont représentés, la gente féminine est représentée aussi ce matin. Tous ces acteurs sont chargés de mettre en œuvre un droit protecteur. Un droit protecteur auquel vont être soumis les entreprises et les acteurs économiques. Donc, le greffier, lui, tout simplement, va assister et accompagner les juges consulaires dans leur mission. C'est un professionnel du droit économique qui va se placer naturellement au cœur de ce dispositif d'accompagnement des entreprises. Alors, se mettre sous la protection de la justice, en fait, c'est le cœur du sujet. Je crois qu'ici, tout le monde aura bien compris les conséquences néfastes de la disparition d'une entreprise et de la nécessité que nous avons à sauver les entreprises qui sont viables. C'est bien cela, pour moi, la mission du tribunal de commerce et des différents acteurs qui travaillent avec ce tribunal. Et l'anticipation va jouer un rôle capital dans la capacité que vont avoir les entreprises à faire face et à surmonter les difficultés qui sont les leurs. Moi, je n'oublie pas et je perçois parfaitement que les entrepreneurs sont confrontés à une situation de crise, on le sait. Ils sont bien souvent en plein désarroi. La chambre de commerce et la chambre de métiers les voient arriver. On perçoit bien qu'il existe des doutes, qu'il existe une incompréhension, sans doute même une méfiance, ou en tout cas des préjugés envers cet environnement judiciaire que nous représentons aujourd'hui. Mais on souhaite vous dire aujourd'hui que
on est là pour proposer des procédures qui vous aident et non qui vont vous condamner. Cette détresse du chef d'entreprise, on la mesure au quotidien dans nos tribunaux et à nos guichets. On comprend que cette situation inédite et complexe et anxiogène pour le chef d'entreprise, mais aussi pour ses salariés. Je n'oublie pas, et c'est important de le rappeler, que 98% des entreprises françaises ont moins de 10 salariés. Donc, on doit s'adresser en particulier à ces petites entreprises, car la plupart du temps, les grosses entités sont le plus souvent accompagnées par des professionnels du droit et du chiffre et vont aborder en fait le traitement de leurs difficultés comme un acte de gestion. Alors, ces petites entreprises que nous rencontrons chaque jour à nos guichets, et pour les accompagner le plus efficacement possible, le plus largement possible, on a souhaité développer des dispositifs numériques qui prennent aujourd'hui tout leur sens dans le cadre de cette crise sanitaire et du confinement que nous traversons aujourd'hui. Alors, je dois vous dire au niveau des outils dématérialisés que nous avons mis en place que les chefs d'entreprise peuvent s'informer sur le site internet infogreffe.fr et aussi depuis le début du confinement sur le tribunal digital qui va les orienter sur les différentes procédures qui existent. L'objectif qui est porté ici, c'est d'identifier la procédure qui va sembler le plus en accord avec la situation et mes camarades vont les détailler, ces procédures, dans un instant. Nous avons développé 2 outils spécifiques qui permettent au chef d'entreprise d'évaluer lui-même, gratuitement, c'est important, et en toute confidentialité, sa situation et son risque de défaillance. Le premier outil dont je veux vous parler, c'est l'outil d'autodiagnostic. Alors, il en existe d'autres, les chambres de commerce, les CIP, je pense que les experts comptables. Beaucoup d'autres ont développé des outils d'autodiagnostic. Je dirais que finalement, en cette période complexe, l'abondance ne nuit pas, tout autant qu'elle ne noie pas le chef d'entreprise dans un trop-plein d'informations et qu'elle le perde. Mais je sais le bon sens, moi, des chefs d'entreprise, je sais qu'ils n'en manquent pas et je sais qu'ils sauront utiliser les différents outils qui s'offrent à eux. Cet outil diagnostic qui est proposé par les greffes est donc consultable sur le tribunal digital. Il est très simple d'utilisation, il est sans obligation, il n'y a pas d'abonnement, il est sans contrainte pour le chef d'entreprise, il va lui permettre d'évaluer rapidement grâce à une série de questions qui sont organisées comme un QCM, de voir si son activité économique, si sa santé financière, ou bien encore son environnement d'affaires présente des signaux d'alerte qu'il doit prendre en compte pour analyser sa situation. Et en fonction de son résultat, il va pouvoir ensuite prendre rendez-vous avec son tribunal de commerce pour faire un point sur sa situation et envisager avec le juge de la prévention les mesures à prendre. Alors juste retenez ici une adresse mail qui est très simple, c'est prévention@tribunal-2-commerce.fr. prévention@tribunal-2-commerce.fr. Voilà, ça c'est le premier outil que vous pouvez utiliser très facilement sur le tribunal digital. Et un autre outil s'offre à vous. Il s'agit de l'indicateur de performance. Alors, vous savez que nous connaissons bien dans les tribunaux de commerce les diverses typologies d'entreprises en difficulté. Je rappelais tout à l'heure l'expertise des tribunaux de commerce en matière de traitement de ces procédures. On va retrouver les facteurs de risque d'un dossier à l'autre suivant la forme sociale de l'entreprise, son activité, sa structure financière, l'origine de ces difficultés. Alors, en croisant les informations dont nous disposons dans les registres légaux, nous avons mis au point un algorithme spécifique de détection qui est matérialisé pour les chefs d'entreprise sous la forme d'un indicateur de performance qui va, comme l'outil d'autodiagnostic, être consultable gratuitement, confidentiellement, sur le site monidenom.fr. C'est un espace qui est dédié aux chefs d'entreprise. Il va aller sur ce site et il va pouvoir consulter cet indicateur de performance. Cet indicateur de performance va analyser plus de 700 critères pour chaque évaluation. On brasse un certain nombre de données, le chiffre d'affaires, le résultat, les effectifs, les données structurelles, la localisation, l'activité, la trésorerie, les ratios d'endettement, enfin toutes les données qui vont nous remonter dans nos registres.
Et grâce à ce travail, nous avons déjà généré plus de 9 millions de scores. Ils évoluent régulièrement. Et aujourd'hui, il y a plus d'1 500 000 entreprises qui ont accès à cet indicateur de performance. Donc, le dirigeant va pouvoir évaluer son risque de défaillance dans un espace, et ça aussi c'est important, c'est un espace qui lui est dédié. Il n'y a que lui qui va accéder à cet espace. Alors ensuite, ce qui est important, c'est de vous dire ce qu'on va tirer nous, de cet indicateur. À quoi finalement, comment on va interpréter tout ça? Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que nous sommes en mesure d'identifier plusieurs millions d'entreprises qui ont soit déjà fait face à des difficultés, qui ont connu des procédures collectives de sauvegarde, de redressement, même de liquidation judiciaire, soit des entreprises qui sont susceptibles de connaître ces difficultés demain. Et c'est à vous qu'on s'adresse. Et grâce à cette analyse, en croisant tous ces critères, toutes ces informations, nous pouvons dire par exemple cette année en 2020 que près de 9 entreprises sur 10 que nous avions détectées par notre algorithme sur cet indicateur de performance, 9 entreprises sur 10 avaient déjà été détectées par cet indicateur de performance et on les avait déjà repérées à très fort de défaillance. Donc, pour nous, c'est un outil qui est particulièrement efficace, qui doit pouvoir éclairer le chef d'entreprise, parce qu'on a bien conscience que plus le dirigeant va agir tôt, plus il aura de chances de sauvegarder son entreprise et d'éviter ensuite la liquidation judiciaire. Alors, c'est important aussi, pourquoi? Parce que je vous ai dit que cet indicateur, il était réservé au seul chef d'entreprise, qu'il était confidentiel, qu'il était gratuit, qu'il était logé dans un espace dédié, auquel seul le chef d'entreprise, seul vous avez accès. Un peu comme le résultat des analyses médicales, on prenait ce lien avec la médecine tout à l'heure, mais c'est très vrai. Un peu comme le résultat des analyses médicales, vous allez pouvoir les consulter en ligne. C'est la même chose avec cet indicateur de performance. Vous allez consulter ces résultats sur un espace qui vous est réservé. Et comme pour votre docteur, ces analyses, elles sont mises à disposition des juges consulaires qui sont en charge de la prévention et qui vont compléter le dossier médical que nous avons avec les informations que nous possédons sur les entreprises. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. La prévention, pour moi, la prévention des difficultés, elle passe par la capacité, votre capacité à pousser la porte de notre juridiction. Alors oui, pour reprendre ce symbole et cette comparaison médicale, je sais que c'est pas forcément toujours agréable d'aller chez son médecin, son dentiste, surtout d'ailleurs quand on se sait malade, on redoute le diagnostic qui pourrait être fait. Mais je dois vous dire, je le dis fortement, il ne faut pas confondre le médecin et la maladie. Voilà, ça c'est important, retenez ça. Donc comme certains sites médicaux, il est désormais possible pour le chef d'entreprise de prendre rendez-vous en ligne de manière confidentielle sur le tribunal digital. Vous prenez ce rendez-vous en ligne, en quelques clics, le greffe va se charger de vous fixer un rendez-vous dans les 24 heures qui sera tout aussi confidentiel comme Marie-Hélène l'a rappelé dans son propos, et vous serez ensuite amené à venir rencontrer le juge chargé de la prévention. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Colette. Le micro. Le micro est fermé. Oui, je suis désolée. Vraiment, aujourd'hui, mon micro me fait des misères. Pardonnez-moi. Bonjour tout le monde. Je vais rebondir très rapidement sur ce que vient de dire Didier Audiot. On parle de crise. Nous, experts comptables, nous parlons de tempête économique aujourd'hui. On a tout à fait conscience des difficultés que rencontrent les entreprises, puisque nous sommes vraiment, nous, aujourd'hui, au cœur des entreprises, au cœur de cette économie. Le risque que nous avons et que nous voyons, on a vécu un confinement, on a vécu un couvre-feu, on revit un confinement. Ce que l'on craint le plus, bien sûr, c'est d'avoir un start and stop, c'est-à-dire on est confiné, déconfiné, reconfiné. Et ça, pour l'économie, ce serait un véritable drame. Je pense que nos politiques en ont conscience. On attend tous avec impatience les propos de M. Macron ce soir. Pour revenir au rôle de l'expert comptable, c'est la prévention qui a clairement été expliquée par Marie-Hélène Guetta et par Didier Audenot. C'est l'anticipation, mais c'est également l'accompagnement. Voilà, il faut que chaque chef d'entreprise s'appuie aujourd'hui sur l'expert comptable. C'est son partenaire incontournable, qui lui permettra peut-être d'aller au tribunal, qui lui permettra peut-être de rebondir différemment. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de mettre en place quelques outils
quelques outils qui sont simples. Si vous ne savez pas le faire tout seul, bien sûr, je vous le répète, l'expert comptable est à votre disposition pour le faire. Il est important d'avoir des outils simples et adaptés aux spécificités de l'activité. Il faut mettre, la première des choses, c'est un plan de trésorerie. C'est un petit tableau très simple sur lequel on va porter tous les encaissements et tous les décaissements qui vont être prévus, normalement qui sont prévus à l'année, mais qui là vont être répartis mensuellement pour avoir une bonne visibilité. Le deuxième, c'est un tableau de bord qui va vous permettre de suivre mois par mois l'activité de l'entreprise à partir de quelques chiffres clés. Il ne faut pas qu'il y en ait beaucoup. Le chiffre d'affaires mois par mois, le carnet de commandes s'il y en a un, si possible une comparaison avec N-1, même si c'est pas parlant parce qu'on est en plein Covid et que pour certains l'activité a été gelée. C'est quand même important parce qu'on se rend compte que dans certains cas, l'activité elle a pas été si plombée que ça avec le Covid, parce que les chefs d'entreprise ont mis en place des solutions. Et la troisième des choses, bien entendu, c'est un compte de résultats prévisionnel. Alors, vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on peut mettre en place un compte de résultats prévisionnel aujourd'hui, puisque l'activité, pour certains cas, elle est figée. On a une fermeture administrative des restaurants, par exemple. Mais ce qui est important, c'est de bien connaître le montant des charges fixes pour pouvoir justement anticiper les besoins de trésorerie qu'on va avoir et savoir quels sont les choix que l'on va faire. Donc déjà, ça permettra de rapprocher toutes les aides. Est-ce qu'on a bien bénéficié de toutes les aides auxquelles on a pu avoir droit? Est-ce qu'on a bien demandé tous les reports de charges? Est-ce qu'on a bien demandé le PGE au maximum de ce qu'on pouvait faire, etc. Donc en ayant déjà ces trois petits tableaux, ça permet vraiment d'anticiper d'avoir la visibilité sur les charges et combien de temps on va pouvoir les couvrir. La deuxième recommandation que je ferai, c'est de vraiment veiller à la santé financière des clients et des fournisseurs. Parce que si demain, vos propres clients et vos propres fournisseurs sont en difficulté, ça peut être vraiment le coup de grâce. Hein. Si vous avez un fournisseur qui vous dit aujourd'hui « Ah ben écoutez, moi je suis en difficulté, je ne peux plus vous livrer », et si c'est votre seul gros fournisseur, ça peut être compliqué. Donc, vraiment regarder l'état de santé. Pareil pour les clients, parce que ça vous permet d'engager peut-être des actions et de ne pas vous retrouver les pieds au mur. Hein. Si un fournisseur se retrouve en catastrophe, ça vous laisse le temps de vous retourner et d'aller en chercher un autre. Troisième point, Didier Oudneau en parlait tout à l'heure, c'est de vérifier régulièrement avec votre expert comptable, est-ce qu'on est en cessation de paiement ou non, ou est-ce qu'à terme, on va l'être. Ça, c'est important. Et surtout, définir en parallèle de ces difficultés, est-ce que ce sont des difficultés qui sont structurelles ou conjoncturelles, ou les deux? Parce que l'effet Covid, aujourd'hui, on le sait, a un impact important. La quatrième recommandation que je ferai, c'est que, quelle que soit l'activité, les entreprises vont devoir se réinventer. Alors, vous allez me dire, c'est facile de dire, il y a qu'à. Malheureusement, l'entreprise de demain ne pourra pas être l'entreprise d'hier. Même s'il y a une relance, même s'il y a un rebond, même s'il y a une reprise. Parce qu'on est en train tous de prendre de nouvelles habitudes. On va vers de la numérisation, de la digitalisation. Et les entreprises qui seront hermétiques à la numérisation, à notre sens, ne pourront pas rebondir et ne pourront pas perdurer à terme. Donc, quelle que soit l'activité, elles vont devoir s'adapter aux nouveaux modes de communication, tant pour les ventes que pour le reste. Et on le voit, il y a une activité qui a vraiment très bien compris cette utilité, ce sont les restaurateurs. Aujourd'hui, la plupart des restaurateurs ont franchi le cap du numérique et on rebondit avec le click and collect, avec la possibilité de réserver en ligne, de pouvoir même anticiper les commandes, ce qui permet de gagner beaucoup de temps, du temps d'attente, de l'énergie dans les équipes. Donc ça, il faudra vraiment y aller et saisir toutes les aides qui vont être accordées par le gouvernement sur ce volet, sachant que dans le plan Castex, il me semble qu'il y a une part qui va être une part du budget qui va être allouée à la numérisation et à la digitalisation des entreprises. Le dernier point, ça va être vraiment, et là je vais insister sur ce qu'a dit Didier et Marie-Hélène, saisir la cellule de prévention
Sachez qu'il en existe une au Conseil de l'Ordre. Elle a été, il y a une cellule de prévention et qui a été réouverte, j'allais dire, avec le Covid, ce qu'on appelle le Covid-2. Et il ne faut pas hésiter à saisir le Conseil de l'Ordre parce que les experts comptables sont informés de cette faculté et bien entendu de pousser la porte du tribunal, peut-être pour la prévention, peut-être pour les solutions qui vous seront proposées après par maître de carrière. Je ne vais pas du tout aller empiéter sur ce terrain-là, mais j'entendais le témoignage de la personne qui disait mon entreprise a été liquidée, Marie-Hélène qui dit c'est pas ça. Bien entendu, ce n'est pas ça et c'est surtout pas ça. Le tribunal aujourd'hui, c'est un allié, il va être vraiment protecteur. Il peut vous aider à passer la crise, à la surmonter et vraiment à rebondir. Il faut avoir dans l'idée que quand vous allez pousser la porte du tribunal de commerce, que ce soit avec un mandataire, que ce soit avec votre expert comptable, que ce soit en allant voir directement un juge de la prévention, vous allez vous mettre sous la protection du tribunal. Et ce qui est important, c'est ça, de vous rappeler que le tribunal de commerce peut être votre allié. Et il faudra y aller, vous serez accompagné, Maître Tsorekas va pouvoir vous en parler. Chacun a parfaitement son rôle et sa mission à respecter dans la prévention. Voilà, moi je ne vais pas faire plus long, hein, je pense que l'essentiel a été dit. Rapprochez-vous de vos experts comptables et n'hésitez pas à leur poser toutes les questions et à leur demander de vous aider à mettre en place ces petits outils de gestion qui vous permettront d'avoir la visibilité. Voilà, je ne vais pas faire plus long parce que je pense qu'il y a des intervenants qui ont plein de choses aussi à dire. Merci Colette. Peut-être avant de donner la parole à Vincent de Carrière pour les mandataires, c'est revenir sur les entretiens de prévention qui sont un petit peu hors ce type de procédure-là. Comment se passent ces entretiens? On a deux possibilités. Soit le chef d'entreprise vient de lui-même voir le juge à la prévention avec qui il prend un rendez-vous, alors en passant par la chambre de commerce, par la chambre des métiers, par son organisme syndical. Il vient nous voir et nous expose sa problématique. On peut échanger avec lui pour comprendre la nature de son problème, voir si il est effectivement suffisamment complexe pour envisager un autre type de procédure. Mais dans tous les cas, on reçoit le chef d'entreprise qui nous le demande et on parle avec lui sur la base des documents qu'il nous fournit de ses difficultés pour envisager une sortie par le haut, rapide et efficace de ces difficultés-là. Soit sur la base des informations qui nous sont communiquées par le greffe, on a un certain nombre d'alertes. L'entreprise ne dépose pas ses comptes, il y a des injonctions de payer à répétition, on a des inscriptions de privilèges. Et là, c'est le juge qui vient convoquer le chef d'entreprise pour l'entendre sur ses difficultés, pour le sensibiliser, pour lui faire comprendre qu'il y a un certain nombre de choses qu'il doit faire, et c'est dans sa fonction de le faire. Et là aussi, bien souvent, on se rend compte que le chef d'entreprise est soulagé d'échanger avec un juge et de s'entendre dire « Monsieur, vous avez une difficulté, et là, il ne faut pas que vous restiez comme ça ». Et donc, j'insiste vraiment sur l'intérêt de ces entretiens de prévention dans le traitement en amont des difficultés des entreprises. Voilà, maintenant, je laisse la parole à Vincent de Carrière qui va partir un petit peu plus dans le détail des différentes procédures qui existent pour traiter les entreprises en difficulté dans le cadre de prévention. Merci Marie-Hélène. Effectivement, il m'appartient de traiter de manière assez rapide, toutefois pour laisser la place derrière aux questions et aux autres intervenants. Il m'appartient de traiter des difficultés des entreprises, si je puis dire, dans le vif du sujet. C'est-à-dire que on vous a très bien dit jusqu'à présent qu'un certain nombre de mesures existaient pour avoir un diagnostic, pour rencontrer des juges, pour rencontrer des cellules qui seraient
je dirais, au soutien des entreprises dans le cadre d'une démarche d'information. D'ailleurs, à ce titre, je précise à toutes les personnes qui nous entendent que les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires ont pris également leur part, je dirais, du service public aux entreprises en mettant en place un numéro vert qui est le 0800 942 564. Je répète, 0800 942 564. Ce numéro vert a vocation à consacrer une demi-heure par un professionnel à un chef d'entreprise de manière gratuite, totalement gratuite, pour lui faire un diagnostic. Et Didier Odenou a bien insisté tout à l'heure sur l'idée du diagnostic, et je le rejoins parfaitement, que ce soit au travers du tribunal digital ou que ce soit au travers de ce numéro vert ou de toute bonne initiative qu'il serait mis en place, bien évidemment, je rejoins toutes ces démarches. Avant de rentrer également dans le sujet, dans mes propos introductifs, vous rappelez qu'on peut quand même si on ne sait pas encore où on va et qu'on attend avec impatience les déclarations de nos gouvernants, et notamment du président de la République, on est quand même dans une situation inédite, particulièrement injuste, parce que on parle du tissu économique, mais pour moi, homme de terrain, je me rends compte que tout le monde n'est pas touché à la même enseigne, que certains peuvent se réinventer plus facilement que d'autres, que certains peuvent continuer leur activité que d'autres. Je pense notamment à tout le secteur du CHR qui est touché bien avant le confinement, puisqu'on a eu en PACA le couvre-feu, puis la fermeture préalable des restaurants. Et il est vrai que tous les modèles économiques qu'on nous invite à suivre, et qui sont dans le sens, comme le disait Colette tout à l'heure, ça va dans le bon sens, mais on ne peut pas l'adapter à tout le monde. Et il y a un certain nombre d'oubliés dans les mesures gouvernementales et peut-être parfois dans nos discours. Et c'est à eux aussi que je voudrais m'adresser ce matin si ils se sont connectés pour nous entendre et pour suivre. Donc, bien évidemment, les mesures gouvernementales, elles sont complètes. Je pense que l'État aussi a pris sa part du marché, si je puis dire. Il est important que votre expert comptable soit là à vos côtés pour vous expliquer toutes ces mesures. Elles sont complexes, elles sont variées, elles sont parfois très utiles. Mais je dirais juste un mot, attention au mur de dette à la sortie de ce confinement. Il est utile, certes, de gagner du temps, il est utile, certes, de préserver sa trésorerie, mais n'oublions pas que bon nombre d'aides sont pour partie, en tout cas, remboursables, et je vise notamment le PGE. Le PGE, c'est un maximum de 25% de votre chiffre d'affaires. Vous, chef d'entreprise, ou faites-vous assister par votre expert comptable, vous savez que avant de pouvoir rembourser 25% de son chiffre d'affaires, il faut quand même rentrer dans une notion de rentabilité assez aiguë. Donc, partant de là, le conseil de votre expert comptable me semble être important. Et un point aussi qui me semble avoir été oublié dans toutes ces mesures, c'est le problème des relations avec les bailleurs. Là aussi, c'est profondément injuste ce qu'il se passe, me semble-t-il, parce que nonobstant de fermer un certain nombre de commerces, eh bien, des petits commerçants pourraient voir leur bail être résilié et donc perdre leur outil de travail, alors même que, eh bien, ils sont contraints de fermer. Certes, dans le cadre de l'état d'urgence, il y a des mesures protectrices pour ne pas résilier le bail, mais il ne reste pas moins que toutes les négociations sur la suspension des loyers ont échoué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucune mesure, à part le fonds de solidarité qui peut permettre de prendre en charge une partie du loyer et un montage fiscal qui donne un crédit d'impôt aux bailleurs. Il n'y a pas de mesure à proprement parler pour stopper le montant des loyers. Alors, une fois que je vous ai rappelé en fait, ce constat que l'on fait, une crise sans précédent, injuste, lourde, pour lequel il y a un certain nombre de mesures sur lesquelles il faut être bien évidemment attentif, eh bien, l'objet de mon propos aujourd'hui, je ne sais pas si on peut mettre le slide, c'est de vous indiquer et de vous rappeler qu'il existe des mesures de prévention, des mesures amiables. En page 12, il existe des mesures amiables qui sont le mandat ad hoc et la conciliation. Ces mesures, avant de rentrer peut-être un peu plus dans le détail, mais ces mesures, elles visent à quoi? Elles visent essentiellement à instaurer un dialogue entre l'entreprise et ses créanciers. Elles visent à rester sous contrôle. C'est-à-dire que on ne fait pas la politique de l'autruche, on n'attend pas que ça passe, ou on n'essaie pas de percevoir une mesure gouvernementale sans savoir réellement comment on va pouvoir s'en sortir derrière une fois
que l'activité va reprendre. Ces mesures donc visent, sous le contrôle du président du tribunal de commerce dont vous dépendez, à permettre l'instauration d'un dialogue avec vos créanciers. C'est très important de le savoir et surtout, ça permet aussi de rassurer à la fois le chef d'entreprise, parce qu'il a un cadre, mais ça permet aussi de rassurer bon nombre de créanciers, notamment étatiques et bancaires, pour pouvoir, pour avoir à l'esprit qu'un professionnel est là pour les assister et les accompagner et essayer de trouver une mesure qui vise, comme il a été indiqué par Marie-Hélène tout à l'heure, un taux de succès de l'ordre de 75%. Donc, c'est des mesures qui ont écho vis-à-vis des créanciers. Je ne vous dirai pas que pour les particuliers, cette mesure a autant d'importance parce que parfois, tout le monde confond tout. Et c'est pour ça que j'ai axé mon propos sur tout ce qui était étatique et bancaire en termes de pertinence dans la mesure. Alors, rapidement, qu'est-ce qu'un mandat ad hoc? Un mandat ad hoc, c'est une mesure qui est ouverte par le président du tribunal. C'est le chef d'entreprise qui va vers le président du tribunal et qui lui demande d'ouvrir un mandat ad hoc. C'est une mesure essentiellement consensuelle, c'est-à-dire qui repose sur un accord. On ne contraint pas le chef d'entreprise et on ne contraint pas les créanciers. Le chef d'entreprise garde la maîtrise de son entreprise, choisit son mandataire et définit avec lui au préalable sa rémunération. Le chef d'entreprise a toute sa place dans cette procédure et sous l'autorité du président, c'est lui qui pilote avec un mandataire ad hoc. La conciliation est un degré un peu plus avancé, toujours confidentiel. Ces mesures sont confidentielles, elles n'apparaissent pas au CABIS et c'est une relation qui s'instaure entre le chef d'entreprise, le président et le mandataire ad hoc désigné et choisi par l'entrepreneur. Les seules personnes au courant sont les créanciers que le chef d'entreprise a autorisé à entrer dans le processus ou de mandat ad hoc ou de conciliation. La conciliation, ce n'est que ni plus ni moins qu'une procédure un peu plus coercitive vis-à-vis des créanciers qui permet, pour parler très simplement, d'imposer une suspension des paiements et d'imposer une impossibilité de poursuivre durant la procédure de conciliation. Cette procédure confidentielle dure 4 mois, plus 1 mois supplémentaire, et en état d'urgence, elle se trouve prorogée de plein droit, ce qui veut donc dire que c'est des procédures qui peuvent, contrairement à ce que nous connaissions avant la crise sanitaire et l'état d'urgence qui a été prononcé par le gouvernement, c'est des mesures qui peuvent durer jusqu'à 10 mois en fonction du calendrier sur lequel on se situe, puisqu'on peut proroger de plein droit ces procédures. Donc, ce sont des procédures très utiles qui, par le passé, ont fait preuve de leur utilité. Et l'ordonnance du 20 mai 2020 est venue renforcer ces mesures. J'attire votre attention sur le fait que c'est pas mon avis, c'est l'avis de tous les professionnels. Aujourd'hui, face à une difficulté avec un bailleur, notamment l'ordonnance de 2020 avec la conciliation et le renforcement des pouvoirs du président du tribunal de commerce est l'une des mesures phares pour permettre de stopper l'exigibilité des loyers et derrière une procédure de résiliation. C'est quand même important de le savoir et de se dire que cette procédure est vraiment adaptée notamment au manquement que je rappelais tout à l'heure ou à l'insuffisance que je rappelais des mesures gouvernementales d'aide vis-à-vis des entrepreneurs en difficulté qui ont une difficulté avec leurs bailleurs. Donc, il est important de retenir qu'il existe des solutions en conciliation, notamment pour rétablir un dialogue avec un bras de fer, je dirais respectueux, mais un bras de fer avec le bailleur et le preneur sous l'autorité du président. C'est une mesure intéressante et je vous invite à consulter éventuellement tout professionnel de votre choix pour mesurer la pertinence que cela pourrait avoir sur votre modèle économique. Il faut savoir aussi que cette ordonnance de 2020, elle a également mis en place des délais pour toutes les entreprises qui sont déjà en plan de redressement. Alors, je sais que certains qui nous écoutent sont aussi des professionnels du droit ou du chiffre ce matin. Et comme on a pu parler en matière fiscale d'année blanche, il existe aussi une année blanche en matière de plan de redressement ou de sauvegarde sous le contrôle et l'autorité là du tribunal et non pas du président. Mais ce sont des leviers peu coûteux et ce sont des leviers qui permettent là aussi à des entreprises de trouver un second souffle dans le cadre de ce confinement
que bon nombre d'entrepreneurs subissent encore. Alors, pour aller là aussi à l'essentiel et poursuivre, je vous ai présenté donc sur ce slide précédent les mesures amiables et confidentielles qui sont totalement à la main, sous l'autorité du président, mais totalement à la main du chef d'entreprise et de son conseil. Là, je voulais aussi compléter mes propos et continuer cette présentation en vous donnant aussi des indications sur ce qu'on appelle le traitement judiciaire et non plus amiable des difficultés des entreprises. Et je trouve qu'une procédure comme la procédure de sauvegarde judiciaire que vous voyez telle qui apparaît à l'écran peut être une mesure utile aussi et qui est méconnue des chefs d'entreprise et peut-être une mesure utile pour revoir son modèle économique, se réorganiser, refaire de la trésorerie sans s'endetter à nouveau. Et sachez qu'avant le Covid, c'est une mesure qui connaissait à peu près 66% de taux de réussite, c'est-à-dire qu'une société qui se place en sauvegarde pouvait aller, 66% de ces entreprises allaient vers un plan de sauvegarde, ce qui quand même aussi annonce des taux de résultats importants. Pourquoi? Parce que c'est une procédure qui se veut être à la limite de la frontière entre la prévention et le traitement des difficultés, parce qu'il de cessation des paiements, il faut suffisamment de temps. Il y a un numéro. Voilà. Merci. Il y a donc une possibilité, je dirais, dans la procédure de sauvegarde, il ne faut pas être en état de cessation des paiements, c'est-à-dire qu'on a un actif disponible qui permet de faire face à son passif exigible. Autrement dit, on a quelques mois de trésorerie devant nous pour pouvoir encore faire face aux échéances. Partant de là, quelles sont les mesures à prendre? S'endetter à nouveau ou essayer de réfléchir à une mesure amiable ou judiciaire qui me permet de me réorganiser. N'ayez pas peur du tribunal et n'ayez pas peur des auxiliaires de justice. Nous sommes là pour vous assister, nous sommes là pour rendre un service public aussi. Et comme il a été déjà dit, très bien dit depuis ce matin, ce sont des chefs d'entreprise qui vont vous encadrer, et notamment dans le cadre d'une procédure de sauvegarde judiciaire, eh bien c'est un juge spécialement dédié par le tribunal qui s'appelle un juge commissaire, qui est un chef d'entreprise et qui va spécifiquement vous suivre pour vous accompagner tout au long de ces étapes. Tout ceci est bénévole, bien évidemment, et tout ceci fait la spécificité du système français. Et il ne faut pas oublier, je dirais, dans le cadre de ces temps difficiles, le fait que le temps de la crainte et le temps des idées reçues sur les juges, les auxiliaires de justice et le tribunal, à mon sens, est révolu depuis de bon nombre d'années. On a des procédures qui sont profondément humaines et qui sont dédiées à la réussite des entrepreneurs. Comme j'ai l'habitude de dire, ce que je souhaite, si je peux me tromper dans un diagnostic, je souhaite juste une chose, c'est que vous en sortiez de manière générale et que vous puissiez avancer dans vos projets. On a quand même une certaine expérience, un certain recul, et ça nous permet souvent de vous donner un avis éclairé sur la situation. Enfin, il existe le redressement judiciaire que certains d'entre vous connaissent sous le nom commun de dépôt de bilan, hein, c'est-à-dire qu'on amène son bilan au greffe et qu'on dit « je ne peux plus faire face à mes dettes ». C'est donc une procédure qui est un peu plus connue, qui là souvent est décriée parce que on va vers le redressement judiciaire quand on a utilisé toutes les autres mesures et qu'on n'est plus en capacité éventuellement de faire face à ses charges courantes et même de financer sa période d'observation. Malgré la difficulté de souvent de ces procédures, nous œuvrons tous pour essayer de trouver des solutions et il ne faut pas hésiter là aussi, notamment par la prise en charge de l'AGS, c'est-à-dire d'une organisation patronale qui permet de prendre en charge les salaires impayés avant l'ouverture de la procédure et également les mesures sociales qui pourraient être décidées au cours de la période d'observation. Nous avons donc passé rapidement les procédures amiables et judiciaires. Vous avez en page 16 un focus également, page 16, un focus sur ce qu'on appelle le rétablissement professionnel, non pas le redressement, voilà, le rétablissement professionnel, parfait. Le rétablissement professionnel
c'est une mesure que vous devez connaître aussi, qui s'adresse aux toutes petites structures. C'est une mesure qui vise à vous éviter une procédure judiciaire et à vous permettre d'effacer les dettes identifiées dans le cadre d'une procédure qui dure 4 mois sous le contrôle d'un juge commis avec l'assistance d'un mandataire judiciaire. Ces procédures, vous voyez, hein, sont destinées à des toutes petites structures qui ont moins de 5 000 euros d'actifs, qui sont toujours en activité, qui n'ont pas déjà fait l'objet de procédures collectives et qui n'emploient pas de salariés. Mais c'est utile aussi de connaître cette procédure, qui a été mise en place en 2014, donc bien avant toutes nos crises, pour un traitement rapide et professionnel des difficultés, et qui vous permet, si vous voulez, sans le processus de dépôt de bilan, qui est souvent le nom commun que l'on donne, eh bien de pouvoir connaître un traitement de vos difficultés et de vous permettre d'avoir un droit au rebond et à une deuxième chance, ce qui a été rappelé dans le cadre des propos introductifs des personnes qui animent ce webinaire. Je voulais aussi vous préciser que le Conseil national des administrateurs des mandataires judiciaires ont proposé au ministre de la Justice de renforcer leur établissement professionnel et aussi ont proposé le principe de liquidation judiciaire flash. C'est-à-dire que bien souvent, les procédures sont encadrées dans des mesures qui sont longues, coûteuses, complexes. Et il a été là aussi fait une proposition de simplification. Le mot et l'idée est de dire trouvons des solutions, prenons les difficultés en amont, n'ayez pas peur de vos interlocuteurs, mais aussi il faut savoir ne pas s'acharner et ne pas vivre sous perfusion. Au bout d'un moment, si malheureusement il y a trop de difficultés, vous devez aussi vous préserver. Et pour se préserver, il existe des procédures sécurisées et il existe aussi des personnes qui accompagnent et qui aident les entreprises, les entrepreneurs qui sont en difficulté. Je pense que Maître Sorekas, qui va me succéder dans quelques instants, a également là aussi un mot à vous dire sur l'accompagnement en amont, mais aussi une fois les procédures prononcées. Ce que je voulais vous dire, moi, pour conclure, c'est que nous sommes des professionnels sous l'autorité du président et du tribunal de commerce, et nous sommes là aussi pour œuvrer à l'accompagnement et à la réussite de vos entreprises dans le cadre d'un cadre réglementé, si je puis dire, mais très ouvert et qui fait l'objet régulièrement de rénovation dans le sens du regard économique, du regard social et de l'accompagnement de l'entrepreneur qui plus est en difficulté. Je vous remercie de votre attention. Merci. Maître Tsorekas, on va peut-être vous écouter sur le chef d'entreprise face aux difficultés et son accompagnement par l'avocat spécialisé. Merci beaucoup. Je vous le disais tout à l'heure quand je me suis présenté, vous avez la chance ce matin d'avoir tout le panel de la prévention et de la curation des problèmes de l'entreprise. C'est assez rare d'avoir autour d'une même table tous ces intervenants. C'est une chance pour vous de toucher le mot. Alors, l'exercice est un peu compliqué. Hein, en une heure, vous faire le tableau de ce que sont la prévention, les outils du greffe, les entretiens de prévention du tribunal, les procédures amiables, puis les procédures collectives, tout ça en une heure avec 5 intervenants différents, c'est extrêmement complexe. C'est ce qui peut-être justifie que vous ayez recours à des professionnels pour vous accompagner, et que ce soit votre expert comptable qui est là dans ce rapport quotidien avec vous pour ce qui est de la gestion de votre entreprise, sa trésorerie, les besoins et les nécessités de pivoter, de vous adapter. Et c'est ce qui justifie aussi mon rôle. L'avocat, moi je me considère comme un avocat chef d'entreprise. Hein, je suis avec 4 associés, à la tête d'une petite entreprise, quelques collaborateurs. Et comme vous, je vois cette crise arriver, je l'ai subie. On s'inquiète tous pour le beau, pour le point de savoir si nos délais clients vont s'étaler, se resserrer, si d'autres de nos partenaires déposeront le bilan, eux, effectivement, s'ils vont disparaître, s'ils seront là pour assurer ce rapport économique global dont on a tous besoin. Et il est évident que seul face à
à cette complexité juridique, difficile déjà difficile de choisir. Est-ce que je dois aller sur un mécanisme de prévention? Est-ce que je dois aller sur un mécanisme de procédure collective? Le point de départ entre les deux n'est pas forcément facile à juger. Il y a évidemment un point économique, l'état de situation de paiement, sur lequel on n'a pas glosé trop longuement, mais qui est fondamental sur le choix des procédures. Et puis, il y a un point stratégique. Où je vais avec mon entreprise? Serais-je, Vincent de Carrière l'a dit tout à l'heure, est-ce que je serais, moi, en mesure de pivoter? Est-ce que je serais, je suis fragile, mais serais-je agile? Vincent de Carrière disait, tout le monde ne pourra pas. Tout le monde ne pourra pas pivoter. Toutes les activités n'auront pas cette capacité qu'ont eu les restaurateurs d'aller faire du click and collect et de la vente à emporter. Il n'est pas dit que les cordonniers aient cette même possibilité. Il est peu probable que notre économie dans son entier sorte indemne de ça. Et puis, quand vous avez ce questionnement sur la prévention, est-ce que je dois aller au tribunal? Il y a cette peur, irrationnelle certes, mais une peur quand même. D'où l'intérêt de venir accompagner votre expert comptable, votre avocat, peu importe, mais accompagner avec un représentant de votre syndicat, quelqu'un qui sait et qui va désacraliser ce moment. Parce que tous les interlocuteurs, nous, on sait que c'est pas grave. On sait que c'est pas dangereux d'aller au tribunal. On sait qu'au final, on va se retrouver à 3-4, vos conseils, un délégué du tribunal autour d'une table à avoir une conversation constructive. Les entretiens de prévention, il faut vraiment se mettre ça en idée, c'est que il se passe quelque chose de très humain. On parle de professionnel à professionnel. On n'a pas cette crainte qui peut être celle d'aller devant un tribunal professionnel avec des magistrats professionnels qui sont peut-être un peu décorrélés de l'économie. Ici, les gens qui vous reçoivent sont aussi des chefs d'entreprise. Et donc, le fait d'être accompagné d'un chef d'entreprise, un expert comptable, c'est un chef d'entreprise. Un avocat, c'est un chef d'entreprise. Pour aller parler à un autre chef d'entreprise, magistrat du tribunal de commerce, de ses difficultés, on voit bien qu'il y a un rapport entre pairs qui fait que tout ça va rentrer dans une logique et une efficacité que l'on n'aurait peut-être pas si on était dans une juridiction professionnelle. C'est une des chances de notre système judiciaire français. Je pense qu'on a certainement l'organisation et les mesures les plus efficaces d'Europe. D'ailleurs, nos statistiques sont là pour le prouver, 75% de taux de réussite. On ne vous a pas dit que le redressement, c'était beaucoup moins. C'est parce que, et je reprends ma métaphore médicale de tout à l'heure, comme pour la médecine, le plus tôt est le mieux. Aujourd'hui, on est face à une crise sans précédent. Des moyens sans précédent, eux aussi, ont été mis en place pour aller affronter cet arrêt total de l'activité économique. Est-ce que ce sont les bons? Est-ce que ce ne sont pas les bons? Je ne juge pas, je ne commande pas les décisions gouvernementales. Néanmoins, comme Vincent de Carrière l'a dit, comme tout le monde le sait ici, le mur de dette arrive. Il est normal que, avec le PGE, avec le chômage partiel, les entreprises aujourd'hui ne déposent pas le bilan, au sens procédure collective du terme. Il est normal que la trésorerie, en tout cas de façon temporaire, de façon un peu fictive, laisse à penser qu'on n'ait pas besoin de les procédures collectives. Il est absolument, par contre, anormal qu'il n'y ait pas de prévention aujourd'hui. Il n'est pas normal qu'il n'y ait pas de mandat, qu'il n'y ait pas de conciliation. Parce que personne des 65 personnes qui nous écoutent ce matin ne pourra me dire qu'il ne se pose pas de questions sur la pérennité de son activité. Si vous vous posez des questions et que vous êtes seul à vous les poser, vous n'avez pas les réponses. Il est absolument anormal que le recours au mandat, à la conciliation ne soit pas pléthorique en ce moment. Nous devrions être d'ores et déjà, nous sommes déjà au mois de novembre, ça fait plus de 6 mois que l'on connaît cette crise sans précédent. Il est anormal que nous ne soyons pas submergés de demandes de prise en compte de mesures de prévention.
Parce que l'on a à se poser la question. Peut-être que la solution est simple, peut-être qu'elle est rapide, peut-être que le mandat n'ira pas jusqu'au bout, peut-être que la conciliation n'est pas nécessaire, mais la question, elle est fondamentale. Ne pas se la poser, c'est refuser l'obstacle, c'est ne pas faire face à ce qui, demain, après-demain, quand le PGE aura à être remboursé, quand les mesures de chômage partiel vont arrêter, c'est ce moment-là. À ce moment-là, il sera trop tard pour se poser la question. À ce moment-là, on aura à poser d'autres questions. Pérennité même de l'entreprise, remboursement du mur de dette. Et là, malgré tous les mécanismes que l'on a, on sera dépourvu. On ne sera plus en mesure de trouver les bonnes réponses. Aujourd'hui, on a la possibilité de trouver les bonnes réponses. Vincent Nocarrière l'a reprécisé. Les mesures qui ont été mises, en plus de ce que l'on avait déjà et qui est très efficace depuis les ordonnances de mai, nous permettent de répondre aux questions les plus prégnantes, celles du bail, celles de vos engagements bancaires, celles de la gestion de votre URSSAF, de la TVA, de tout ce qui fait vos charges quotidiennes et qui sont les récurrentes de votre analyse du trésorerie. C'est aujourd'hui qu'il faut se poser la question. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas, vous permettre de dire « je vais gérer ça moi-même », en par exemple arrêtant de payer mon loyer, ou en arrêtant de payer mes fournisseurs, ou en courant après mes clients, parce qu'eux-mêmes connaissent ces problèmes-là. Si un d'entre nous s'arrête de payer ses clients, ses fournisseurs, tout s'arrête. Donc aujourd'hui, la solution, elle n'est évidemment pas là. Elle ne peut pas être prise indépendamment du contexte économique. Donc vous avez besoin de vous entourer de ces professionnels, experts comptables, avocats, administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires, d'aller voir le tribunal et d'aller réfléchir à ce qui sera demain. Et s'il n'y a pas de demain, parce que l'économie a mis un point d'arrêt à ce qui est votre entreprise, alors il est temps aussi de vous poser la question de que sera après-demain. Quid de mes cautions, mes engagements personnels, la gestion de mon patrimoine. Si je ne me suis pas posé ces questions-là, alors la réponse peut être, si ce n'est dramatique, en tout cas bien plus dangereuse que ce qu'elle n'est aujourd'hui. Prévention, prévention, prévention. Il n'y a que ce mot-là qui est important dans tout ce que l'on a dit aujourd'hui. Plutôt prévenir que guérir. Allez voir les professionnels qui vous entourent. Rien de tout ça est insoluble. Et surtout, nous avons en France les outils qui permettent de répondre à ces questions. Aujourd'hui, évidemment, la crise surpasse ce à quoi nous avons pu être préparés ou ce que nous avons eu à confronter. Néanmoins, les outils sont là. Tout le monde est mobilisé. Tout le monde attend d'avoir à répondre à cette problématique. Et donc, nous aurons les réponses. Alors, je vois que le slide est passé rapidement. J'avais promis de donner un petit mot à l'organisation 60 000 rebonds dont je suis également administrateur. Alors, parler tout de suite de 60 000 rebonds quand on a vu toute l'importance de la prévention et le point de sauver vos entreprises, ça peut être un peu brutal. Néanmoins, je vous le disais, toutes les questions ne trouveront pas forcément de solution. 60 000 rebonds, c'est une association qui est là pour encadrer, pour aider les chefs d'entreprise qui ont connu des défaillances et qui ont besoin de se réinventer, de se reconstruire et qui auront besoin d'un soutien psychologique, mais surtout de se reprojeter dans l'avenir suite à cette crise qu'on connaît. Voilà, je pense que je vais relaisser la parole à nos organisatrices que nous passerons aux questions-réponses. Mesdames. Oui. Alexandre Tsourekass, est-ce que ce serait possible de dire deux mots sur les cautions parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ignorent jusqu'à quel point ça peut les amener dans le mur et donc c'est très important. Des propos un peu triviaux, hein, mais la caution, c'est dans l'engagement de caution, c'est probablement la plus grande arnaque de notre temps. On explique aux gens qu'il faut créer des entreprises parce que juridiquement, créer une entreprise, c'est créer un patrimoine distinct de celui
de celui personnel. Et donc, on dit, créer une entreprise, c'est mieux que d'être entrepreneur indépendant, c'est mieux que d'avoir... donc, faites cette entreprise et vous aurez, si ça vient à tomber, il y a l'entreprise qui tombe et vous restez là. Et puis, vous allez voir votre banquier, la première chose qu'il vous demande, c'est de vous porter caution. Et là, on se rend bien compte que le distinguo entre finalement votre patrimoine personnel et puis celui distinct que vous aviez mis dans l'entreprise disparaît. Et c'est donc une question extrêmement importante. Alors, évidemment, un juriste a des réponses sur les cautions. Il y a des réflexions quant à l'adéquation des montants qui vous sont demandés au vu du patrimoine qui est le vôtre. Il peut y avoir des questions formelles, même si nos amis banquiers se sont largement adaptés ces 15 dernières années pour éviter que leurs engagements de caution, qui parfois étaient un peu lacunaires, soient bien mieux rédigés. Mais c'est une véritable question et c'est malheureusement souvent la suite des procédures collectives quand elles sont amenées jusqu'à leur terme, c'est-à-dire jusqu'à la liquidation judiciaire, ou quand elles sont mises en œuvre avant même que l'on en soit arrivé à son extrémité. Et donc c'est une vraie question. Alors, répondre à comment on va gérer les cautions sans rentrer dans les détails de chaque engagement et puis de chaque personnel, c'est un peu difficile. Alors, on peut avoir une situation d'entreprise complexe, mais un patrimoine personnel qui permet d'y répondre. Et puis, à contrario, on peut avoir eu un modèle économique qui laissait à penser qu'il serait inoxydable, et puis s'être engagé dans des cautionnements qui sont complètement décorrélés de son patrimoine. Et c'est là qu'on a de véritables difficultés. Donc, trois approches, une approche économique, une approche casuistique, et après une approche technique sur la validité des Maître, juste sur la partie caution, je pense que le législateur aussi, pour rebondir sur la partie prévention, le législateur aussi a voulu donner une prime quelque part aux chefs d'entreprise diligents qui privilégient la prévention au traitement complexe, long et on va dire douloureux des procédures collectives. Et si on parle de caution à ce niveau-là, je pense que peut-être vous pourriez dire quelques mots sur le fait que le dirigeant caution est beaucoup plus protégé sur la partie, on va dire, prévention, sauvegarde, qu'il ne l'est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire. Effectivement, ça va dans le sens des propos qu'on a depuis ce matin. Toujours plutôt prévention que traitement des difficultés quand on est un peu dans le dur du sujet. Effectivement, on est en mesure, quand on est dans le cadre de la prévention, et c'est prévu dans les textes qui encadrent la sauvegarde, d'aller écarter cette mise en jeu des cautions, ce qui n'est plus possible dans le cadre du redressement et de liquidation judiciaire. Donc ça va encore une fois dans le sens de la prévention. Et que, ça va jusqu'à présent, nos propos allaient plus sur la préservation de l'entité économique, et on se posait la question de savoir si il valait mieux aller sur de la prévention, mandat ad hoc, conciliation, etc., pour aller se débrouiller avec l'entreprise. Et quand on en est à se poser la question de l'être humain qui est derrière l'entreprise, le chef d'entreprise qui, lui, est exposé, comme je le disais, de par ce mécanisme de la caution, alors, encore une fois, ça va dans le sens de la prévention. Dans la prévention, nous serons en mesure d'aller gérer ce problème caution. Dans la sauvegarde, il est prévu que vous ne serez pas exposé au niveau de vos cautions personnelles. Donc, encore une fois, c'est ce vers quoi il faut prendre. Merci, maître. Sur la caution, Vincent de Carrière souhaite ajouter quelque chose ou... Colette. Non, la caution, c'est clair. Je précise que peut-être en complément sur la partie judiciaire que j'ai évoquée tout à l'heure, les cautions sont gelées. Hein. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en sauvegarde ou en redressement judiciaire, les cautions sont gelées le temps de la procédure avec un fort plus pour la sauvegarde. C'est pour ça que je l'ai mis quand même plus en avant que l'autre procédure de redressement judiciaire. C'est-à-dire que si vous présentez un plan au tribunal d'étalement de vos dettes de 1 an jusqu'à 10 ans,
avec la possibilité d'aller jusqu'à 12 ans avec les délais Covid, mais enfin bon, restons simples dans le propos. Vous avez donc la possibilité, la caution est protégée durant toute la durée du plan. La sauvegarde, et je terminerai par là, permet aussi de tranquilliser le chef d'entreprise dans le cadre de sa restructuration et du plan que le tribunal a validé après avoir consulté les créanciers. C'est aussi une mesure, là aussi, d'apaisement. Merci. Colette? Oui, je voulais juste rajouter que là, on parle beaucoup d'accompagnement d'entreprise, etc. Mais je pense que l'avocat et l'expert comptable sont nécessaires également à la création, parce que ce type de difficultés que nous rencontrons, notamment de caution, et là, c'est l'expert comptable qui va parler. Nous, ça nous est arrivé de négocier des emprunts pour nos clients qui vont racheter des fonds de commerce, où le banquier voulait une caution, par exemple, de 100%, et on a dit niet. On a dit c'est hors de question qu'aujourd'hui, le chef d'entreprise soit non seulement il crée de l'emploi, il crée une entreprise, il prend des risques, et en plus, il doit être caution et risquer sa résidence principale ou les biens de sa famille. Et là, on lutte, l'expert comptable va aider le client à lutter contre la banque et à dire, mais attendez, si vous ne voulez pas, moi, je passe par une autre banque. Bon, alors c'était plus facile peut-être avant le Covid, hein, je le reconnais, mais je sais qu'avant la crise sanitaire, on a mis en concurrence des banques où on a réussi à négocier avec les banquiers de diminuer les cautions de façon très significative. On n'arrive pas à les annuler complètement, mais quand on a une caution qui est diminuée déjà de 50%, voilà. Puis après, les cautions, il faut bien les verrouiller aussi. Donc, je suis assez d'accord avec Maître Tsorekas et avec Maître de Carrière. Et puis, il faut bien réfléchir aussi avant de donner sa caution. Alors, quand on donne, et on n'en a pas parlé de ça, quand on donne sa caution pour son entreprise, c'est une chose. Mais quand on accepte de se porter caution, parce que le banquier l'a demandé, qu'on va demander à ses parents, à ses grands-parents ou à ses amis, quelquefois, les gens qui vont signer des actes de cautionnement ne se rendent pas compte de l'impact et du risque qu'ils prennent. Je voulais juste rajouter ça. Merci. Merci. Je voudrais poser une question. Merci. Je pense que certains de nos entrepreneurs, artisans, commerçants se posent légitimement la question de savoir ce qu'ils peuvent faire, s'ils peuvent réentreprendre ou pas dans le cas d'une procédure de liquidation qui malheureusement interviendrait. Quelle est la possibilité pour l'entrepreneur de reprendre une activité à terme, dans quel délai et dans quelles conditions? Je vais répondre sur ce point. Donc, Vincent de Carrière. Comme on l'a indiqué tout à l'heure, vous avez raison de rappeler de la liquidation parce que ça fait aussi partie d'un quotidien et ça serait se voler la face de dire que, bien évidemment, il n'y a pas des échecs qui sont malheureusement amenés à aller vers une procédure de liquidation. Et dans ce cas-là, le mot maître et l'objectif pour les entrepreneurs qui n'ont pas démérité, c'est le rebond. Donc, quand je disais tout à l'heure qu'il existe notamment le rétablissement professionnel, déjà, il ne faut pas hésiter à regarder si on n'est pas dans les critères. Ça vous évite une liquidation. C'est-à-dire que vous pouvez continuer sans avoir la case liquidation judiciaire. S'il y a une liquidation judiciaire et qu'elle touche une personne en nom propre, durant la procédure de liquidation judiciaire en nom propre, c'est-à-dire j'ai Vincent de Carrière qui exerce à titre individuel, eh bien, le temps de la procédure de liquidation, il ne peut pas se réinstaller. C'est pour cela qu'il existe des procédures dites simplifiées que le tribunal de commerce de Marseille applique conformément aux critères et qui permet de voir un dossier traité en 6 mois. Donc, il y a un laps de temps de 6 mois. Si vous êtes en procédure où vous êtes à la tête d'une EIRL, d'une URL ou toute autre structure, eh bien, vous avez la possibilité de retravailler tout de suite et de rebondir tout de suite dans le cadre d'un nouveau projet professionnel que vous auriez. Donc, le cas qui est le plus pénalisant, c'est le nom propre, mais sachez qu'il existe, sauf à pouvoir bénéficier du rétablissement professionnel, il existe des procédures accélérées. Et là aussi, il ne faut pas hésiter à consulter les acteurs qui sont là et ceux qui sont en ligne également à votre service pour essayer d'avoir un rétro-planning ou un calendrier pour essayer d'y voir un peu clair. Merci. Merci. Nous avons répondu à pas mal de questions et je remercie Colette et Didier Oudonneau d'avoir répondu aux questions en direct
à pas mal de participants. Effectivement, il y a des questions nombreuses sur les refus de crédit et notamment le refus du PGE, hein, parce que contrairement à ce qu'on entend dans les médias, il y a quand même beaucoup de PGE qui sont refusés. Donc, Colette, tu veux nous parler de… Oui, là, c'est l'exemple pareil, hein, c'est l'exemple expert comptable. J'ai eu une violente altercation avec un banquier qui a refusé un PGE à un de mes clients et qui m'a rétorqué, mais que croyez-vous, madame, ce n'est pas un dû. Et là, bon, j'avoue que j'ai un peu pété les plombs et je lui ai dit, monsieur, restez dans votre rôle de banquier. Aujourd'hui, ce sont des prêts qui sont garantis par l'État à 90%. Votre risque est minime et mon client aujourd'hui respecte les critères. Il n'est pas en cessation de paiement, il n'est pas en période d'observation. Aujourd'hui, vous n'avez pas le droit de le faire. Le banquier m'a répondu, je fais ce que je veux. Je lui ai dit, OK, mais je vais vous expliquer comment marche un PGE. Évidemment, j'ai donné 2 coups de fil. Le soir, même pas, hein, je crois que ça s'est passé à 10h, à 16h, mon client m'a appelé en me disant, le banquier vient de me dire qu'il va débloquer les fonds. Il faut faire très attention aux banquiers qui n'ont pas compris les règles du jeu et qui vont considérer que c'est leur argent qu'ils prêtent comme si c'était un prêt classique. Il faut leur rappeler et ne pas hésiter à demander peut-être même un médiateur de banque ou dans certains cas peut-être même un mandataire judiciaire, je ne sais pas, la Vincent de Carrière, s'ils peuvent intervenir dans ce domaine-là. Mais un banquier aujourd'hui n'a pas le droit, si les critères sont respectés, de refuser un PGE. Je crois que là, la réponse de l'État et de M. Castex a été très claire. Ce PGE a été mis en place pour aider les entreprises à passer la crise. Les banquiers doivent le libérer et doivent aider les entreprises à l'obtenir dans un délai très court. J'ai répondu en direct à un monsieur qui posait la question. Le banquier ne doit pas mettre 6 mois à répondre à une demande de PGE. Hein. L'entreprise, sinon, elle n'a pas le temps de rebondir. Pour rebondir là-dessus, Colette, c'est vrai que pendant le premier confinement, nous avons ouvert 2 mandats ad hoc sur des négociations de PGE avec les banques. Ça répond à la question que je voulais poser à maître de Carrière. Ouais, j'ai c'est un abus de droit, à mon avis, des banquiers qui n'ont pas compris comment ça marchait. Il y en a très très peu quand même, hein, sachez-le. Ouais, donc il y a toujours des dossiers complexes et pour cela, il est possible d'avoir recours à un administrateur ou un mandataire judiciaire. Enfin, pour ma part, je suis intervenu sur un certain nombre de dossiers, également en conciliation. Et ça a permis de débloquer les dossiers. Souvent, comme disait Colette tout à l'heure, parce que il y a un problème de compréhension de la part de l'interlocuteur. Et le fait d'avoir un professionnel à ses côtés fait que parfois on change d'interlocuteur ou en tout cas il y a une écoute un peu plus importante de décideurs et qui connaissent nos métiers, nos recommandations et notre façon d'avancer. Et donc, et peut-être aussi une présentation du dossier qui est un petit peu différente. Bref, c'est pas obligatoire, loin de là. Si on peut faire ça, c'est très bien, mais n'hésitez pas quand c'est vraiment justifié et que vous pensez qu'il y a un besoin à vous entourer de professionnels. Merci bien, Colette. Oui, si vous permettez, je vais reprendre la parole juste 1 minute pour rappeler et faire un petit résumé de tout ce qui vient d'être dit et qui a été également dit par tous les intervenants. Vous avez la chance aujourd'hui d'avoir tous les interlocuteurs qu'on peut avoir pour passer la crise. L'objectif de Didier Oudneau, avec la prévention de maître de Carrière, avec ses négociations, avec le tribunal, avec maître Tsorekas, qui est prêt à vous accompagner, et avec les experts comptables que je représente aujourd'hui, vous avez tous les atouts en main, sachant que nous avons tous autour de la table le même objectif, c'est de vous aider à passer la crise, à rebondir et à faire en sorte qu'il y ait le moins de casse possible. Parce que comme disait, je crois que c'était Vincent tout à l'heure, il va y avoir de la casse, c'est sûr, mais le but, c'est qu'il y en ait vraiment le moins possible. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est ne perdez pas espoir, ne baissez pas les bras et utilisez tout ce qui est autour de vous pour avancer, pour rebondir. Oui. Est-ce que une des questions qui a été posée était ne craignez-vous pas que le PGE
diffère des problèmes de défaillance à moyen terme, particulièrement avec l'importance des échéances à rembourser. On a parlé du mur de dette, un atout qui permet à ce jour de sauver les entreprises, mais qui peut-être risque de les étrangler dans le futur. Donc, est-ce que là-dessus… Je pense que tout le monde est d'accord. Hein. Aucun de nous ne sera dupe de ce que mettre de la dette sur la dette n'a jamais arrangé le problème. Oui, puis l'exercice de financer cette… Ah, Vincent, t'as perdu. Oui, pour rebondir, Alexandre, si tu permets, je suis complètement d'accord. J'ai répondu à la personne. J'ai répondu à cette question-là à un monsieur qui a posé sur le PGE. Et je vais rebondir sur ce que disait tout à l'heure Vincent. Il faut faire très attention à ce mur de dette, d'où l'intérêt d'utiliser les outils qui sont mis à votre disposition, à savoir à bien verrouiller votre prévisionnel, à bien faire l'état de toutes les charges fixes que vous allez devoir payer. Sachez aujourd'hui que le Conseil de l'Ordre est monté au créneau pour demander un report de remboursement. On a obtenu déjà une franchise. On va faire remonter l'information parce que justement ce mur de dette, ça va être très, très compliqué à gérer pour certaines entreprises qui ont déjà absorbé la quasi-totalité du PGE. Sachez que le Conseil de l'Ordre va monter au créneau pour demander d'autres mesures sur l'utilisation et le remboursement de ce PGE. Aujourd'hui, on n'a pas de visibilité sur les réponses. Les demandes que nous avons faites sont sur le bureau de Monsieur le maire, mais voilà, nous, sachez qu'on est très sensible, comme tous les intervenants qui sont autour de la table, on est très sensible aux difficultés que les entreprises traversent, parce que nous sommes avant tout aussi des chefs d'entreprise. Donc moi, je suis un chef d'entreprise comme vous, j'ai des collaborateurs comme vous, et le message, peut-être qu'on l'a dit, mais on n'a peut-être pas suffisamment insisté là-dessus, c'est il faut vraiment, vraiment payer vos fournisseurs, parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous le fournisseur de quelqu'un. Que ce soit l'avocat, que ce soit le livreur de farine, que ce soit peu importe, tous les intervenants qui travaillent avec vous, qui sont vos partenaires au quotidien, si on ne paie pas les fournisseurs, si on ne consomme pas local, si on ne favorise pas toutes les TPE, je crois que c'est Didier qui disait tout à l'heure, 98% des entreprises sont des moins de 10 salariés. Si on ne favorise pas ces entreprises-là aujourd'hui, si on n'est pas solidaire et citoyen, il y aura beaucoup trop de casse. Et là, je veux vraiment insister là-dessus. C'est très important pour toutes les entreprises qui sont dans la tourmente. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il n'est pas normal qu'il n'y ait pas de prévention. Je comprends qu'il n'y ait pas de procédure collective, parce que le PGE, de façon un peu artificielle, et le chômage partiel nous mettent dans un état qui pourrait laisser à penser qu'on n'est pas à la taxation des paiements et que donc les mesures de curation, procédures collectives sont superfétatoires. Par contre, quand on n'a pas de prévention, n'est pas normal. Donc ça, je le dis, je le redis, c'est évident que l'on a à se poser cette question aujourd'hui. C'est maintenant qu'elle se pose et ce n'est pas dans 6 mois. Oui, un mot peut-être pour répondre à Stéphane qui nous a interrogé il y a quelques instants dans le chat pour savoir si il était nécessaire d'être en cessation des paiements pour bénéficier des procédures. Alors, certains ont déjà répondu, Marie-Hélène en particulier. Évidemment, il n'est pas nécessaire d'être déjà en difficulté, déjà en cessation des paiements et déjà ne plus pouvoir payer ses dettes pour franchir la porte du tribunal, pour aller voir un expert comptable, un avocat bien entendu, ou pour revenir sur les sites dont j'ai parlé tout à l'heure, comme le tribunal digital ou comme mon IDENOM, pour évaluer sa situation et ensuite faire appel au tribunal pour prendre un rendez-vous de prévention, je vous le rappelle, reste confidentiel, etc. Donc n'hésitez pas à franchir cette porte du tribunal. On vous a donné l'adresse internet pour saisir le tribunal. Vous avez tous les sites maintenant à votre disposition qui vous permettent de vous renseigner, de vous informer, d'évaluer un peu votre situation. Et ensuite, fort de ces éléments, allez pousser cette porte du tribunal qui est ouverte et qui vous recevra très, très rapidement et encore une fois de manière confidentielle. Donc venez vers le tribunal, n'hésitez pas.
Je vois peut-être qu'il y a plusieurs questions qui se posent sur, et on a aussi le cas en entretien de prévention et aujourd'hui en conciliation en mandat ad hoc, donc c'est peut-être une question pour Vincent de Carrière. On a pas mal d'entreprises et de chefs d'entreprise qui se plaignent de l'absence de réponse des banques sur les reports d'échéance de prêts depuis le début du deuxième confinement. Savoir un petit peu comment les choses peuvent évoluer et comment faire bouger les banques. Vincent de Carrière, si vous avez quelques pistes à proposer. Alors, oui, merci. Oui, alors des pistes toujours, hein, bien évidemment. Bon, déjà, par rapport à ce que j'ai indiqué tout à l'heure dans le cadre de la présentation, sachez que qu'il est de coutume ou d'usage, lorsqu'un mandat ad hoc, une conciliation, plus exactement, en général, une conciliation est ouverte, hein, donc vous savez que c'est la mesure amiable dont je parlais tout à l'heure, ouverte à l'initiative du dirigeant, confidentielle, sous sa maîtrise, sous l'autorité du président. Il est d'usage que, avec les partenaires bancaires, ils suspendent le paiement des prêts, déjà. Donc, déjà, l'effet de l'ouverture de cette procédure, c'est les accords que nous avons, le prêt va déjà être suspendu. Et la procédure de conciliation, je dirais qu'après, il faut aussi savoir que, comme l'a dit tout à l'heure Colette, parfois il y a des problèmes d'interlocuteurs. Ça existe. Ça, malheureusement, c'est compliqué de gérer. Mais il y a aussi et souvent un problème de couche ou de strate au sein de l'organisation de la banque, quelle qu'elle soit. Et quand on est sur un prêt qui a déjà fait l'objet d'un échelonnement dans le cadre du premier confinement, qu'ils ont, je crois, octroyé en grande partie de plein droit, entre 3 et 6 mois, il faut quand même avoir à l'esprit que la deuxième partie sera un peu plus complexe et que souvent, il faut avoir recours aux mesures que nous avons expliquées ce matin, qui sont notamment la conciliation qui permet d'avoir un dialogue constructif, transparent avec son établissement bancaire, qui sort, si vous voulez, un petit peu de la discussion que l'on peut avoir par mail avec son chargé de compte ou son supérieur hiérarchique. On prend le problème à bras le corps et en général, les établissements bancaires sont souvent à l'écoute de ce qui peut être proposé pour éviter justement d'aller vers une procédure plus lourde qui est le traitement judiciaire. Donc pour répondre, à mon sens, la mesure de prévention telle que présentée tout à l'heure est idéalement située pour obtenir des délais qu'on n'arrive pas à obtenir sans l'aide d'un professionnel et le taux de réussite est assez élevé, notamment ne serait-ce que par l'ouverture de la procédure. Merci. Merci. Colette, rajoutez Après, quelque chose. comme disait Vincent, il faut arriver à convaincre les banques d'un deuxième échelonnement. Et si vous arrivez, et là je parle sous le contrôle de Vincent de Carrière, je pense que si la personne arrive avec un prévisionnel en lui disant voilà ce que j'ai, voilà pourquoi j'ai besoin d'un deuxième report d'échéance et qu'on a un dossier qui est bien monté, qui est bien construit, j'imagine mal un banquier dire bon écoutez, moi je vous coupe les vivres, de toute façon j'ai pas envie d'entendre. C'est sûr que quelqu'un posait la question là tout à l'heure, qu'est-ce qu'il faut comme document? On va pas demander un deuxième report d'échéance à un banquier les mains dans les poches. Il faut avoir quand même je sais plus l'expression, du grain à moudre, il faut avoir quand même quelques éléments à lui donner, parce que sinon on peut se mettre aussi à la place du banquier qui dit moi aujourd'hui je peux pas reporter parce que vous en avez déjà bénéficié. Et d'où l'intérêt peut-être d'avoir à ses côtés un mandataire qui va vraiment vous aider à négocier. Et après bon, je sais que c'est pas facile Vincent, hein, mais c'est quand même peut-être plus facile quand on a le mandataire avec un bon prévisionnel qui tient la route et qui rassure toutes les parties. Tout à fait, je confirme. Je confirme cette approche et cette vision de travail en équipe. Et si on peut passer à un mot très simple, qui a été obtenu la première fois sans difficulté ou peut-être avec un simple formalisme, mettez-vous à l'esprit que plus le temps va passer, plus les interlocuteurs vont être exigeants. Mais c'est pas pour ça que c'est perdu, c'est pas pour ça qu'on ne pourra pas débloquer des situations. Et voilà, c'est anxiogène pour les dirigeants, je l'entends, je le comprends. Mais c'est justement pour cela qu'on est là aussi pour dialoguer, échanger avec vous. C'est pas des coûts très importants de passer 2 ans avec un banquier. C'est pas des coûts très importants de notre part aussi. Hein. Donc sachez-le. Hein, c'est vraiment un accompagnement plus qu'autre chose. Hein. Donc n'hésitez pas lorsque la situation l'impose
à le faire et à passer la porte une fois plus du tribunal, comme ça vous a été expliqué tout au long de la matinée. Oui. Est-ce que on a une question là et qui intéresse beaucoup d'entreprises qui viennent nous consulter à la Chambre de commerce ou la Chambre des métiers pour savoir ce qu'il advient des entreprises nouvelles, parce que quand même il y a des entreprises qui ont été créées juste en février-mars et depuis il y en a qui ont été créées, il y en a qui ont pris des baux, il y en a qui ont fait vraiment ce qu'est l'aventure d'un chef d'entreprise, des risques, prendre des risques avant le deuxième Covid, donc du moins avant le deuxième confinement. Donc, qu'en est-il de ces entreprises nouvelles pour vous? Colette, pour répondre. Oui, je peux répondre sur une partie qui va être celle des aides. Puisqu'au départ, les entreprises ne pouvaient pas avoir d'aide quand on n'avait pas la visibilité. Finalement, quand on regarde l'infographie là qu'on vous a fait passer, Florence, on voit qu'on a les entreprises créées avant le 31 mars, entre le 31 mars et le 31 mai, et celles qui ont été créées avant le 31 août. Donc aujourd'hui, ces entreprises-là, a priori, ne sont pas laissées sur le bord de la route. Elles ont quand même droit au chômage partiel et au FSE. Après, je suis pas sûre qu'elles aient droit au PGE parce qu'elles n'ont pas de chiffre d'affaires de référence, donc elles ont été exclues du PGE et à mon sens, c'est une bonne chose parce qu'on leur accordait, à mon avis, leur accorder un PGE là aujourd'hui avec une absence de visibilité totale et une absence d'activité, ce ne serait que leur tirer une balle dans le pied. Par contre, elles peuvent demander le FSE et l'activité partielle pour celles qui ont eu à embaucher. Bien. Bon, visiblement, il n'y a pas de nouvelles questions. J'espère que nous aurons répondu à l'ensemble des problématiques, mais ça semble être le cas. Merci beaucoup à tous nos intervenants, à votre engagement quotidien, à la qualité de vos actions et à la transparence que vous apportez dans ces questions qui souvent posent problème à nos dirigeants. Je voulais simplement dire que dans cet environnement qui est extrêmement ambigu, incertain et difficile à vivre, le dirigeant ne doit pas oublier de prendre soin de lui. Alors ça peut sembler être un discours un petit peu décalé, mais c'est une réalité parce que dans les périodes compliquées, il faut particulièrement être vigilant sur la possibilité de rester performant. Et rester performant dans un contexte aussi turbulent, c'est extrêmement compliqué. Donc prendre soin de soi, c'est important. Essayer de se recentrer sur les priorités, sur les petits pas qu'il faut faire pour continuer à exister et à avancer. Ne pas rester seul, bien évidemment, parce que prendre du recul tout seul, c'est très compliqué. Donc, on a bien compris que tous les intervenants de ce matin sont là pour vous accompagner. Et je crois personnellement en l'idée de redonner un sens nouveau à cette aventure entrepreneuriale parce que la situation est inédite et que le fait d'être chef d'entreprise ne doit pas être complètement mise à mal malgré cette situation. Être chef d'entreprise, généralement, ça nécessite de savoir où l'on va. Alors effectivement, la situation actuelle ne le permet pas ou le permet moins. Mais si on a choisi d'être chef d'entreprise, je crois qu'il est bon de se redemander pourquoi, se re-questionner et malgré tout garder espoir et essayer de redonner un sens nouveau, un souffle nouveau à cette aventure entrepreneuriale. Donc, merci beaucoup. Florence va prendre la parole. Nous avons mis nos contacts téléphoniques et email sur la dernière diapo. Donc, si vous êtes commerçant ou artisan, vous avez des contacts dédiés.
Au niveau de l'artisanat, simplement, je vous indique que le 09 800 806 00 correspond à une plateforme téléphonique régionale. Donc, de préférence, adresser un email à la boîte assistance 13 et préciser, si vous le voulez bien, que vous avez participé à cette conférence ce matin, de manière à ce que le mail me revienne éventuellement. Voilà, merci beaucoup à nos intervenants encore, à vous tous, chefs d'entreprise, et prenez soin de vous. À bientôt. Merci bien. Il me reste le moment de conclure, de remercier effectivement tous nos intervenants. J'espère que le message est passé, que ce qu'il faut avant tout, c'est de la prévention. Nous sommes tous là pour vous accompagner. Effectivement, les chambres des métiers, les chambres de commerce, les organismes consulaires, c'est la porte des petites entreprises où l'on frappe. Mais on frappe, on rentre, on a le conseil, l'accompagnement et immédiatement, on est dirigé vers les autres. Et comme vous avez pu le voir aujourd'hui, il y a un monde des partenaires qui aident les entreprises qui rencontrent des difficultés. Et il vaut mieux consulter un médecin quand on a une petite douleur que d'attendre d'être complètement anéanti. Il ne faut pas avoir honte. Hein. On a parlé de l'association 60 000 rebonds. L'association, outre qu'elle aide les entrepreneurs à rebondir, passe aussi le message que la difficulté, elle arrive à tout le monde. Et si on vous dit que vous êtes positif au Covid, vous n'aurez pas honte. Donc, vous n'avez pas à avoir honte de dire que cette situation vous a amené des difficultés. Donc, nous sommes tous là pour vous accompagner et vous aider. Et j'espère que vous viendrez nous voir. Je vous remercie et je remercie les intervenants. Bonne journée. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous. Merci beaucoup pour l'organisation et les participants. Au revoir à tous.